décembre 1984, le gouvernement français conclut l'une des transactions les plus controversées de l'histoire économique. Il vend une entreprise à Bernard Arnault. Le prix d'achat, 1 franc. L'entreprise vendue, Boussac Saint-Frères, 15 000 employés, 4 milliards de francs de chiffre d'affaires, 80 usines à travers la France. Également inclus dans la vente, Christian Dior. Pour conclure l'affaire, le gouvernement verse à Arnault 750 millions de francs. Il le paye pour prendre l'entreprise. Pourquoi? Le gouvernement affirme sauver les emplois. En 3 ans, Arnault ferme la plupart des usines et supprime 8000 postes. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En décembre 1984, Laurent Fabius, Premier ministre socialiste de l'époque, dirige une négociation finale pour éviter ce qu'il appelle un désastre économique et social. 2 candidats restent en lice. Maurice Biedermann, professionnel du textile qui avait tenté de racheter Boussac en 1978, et Bernard Arnault, 35 ans, promoteur immobilier sans expérience dans le textile. Pour Fabius, la faillite de Boussac serait un aveu d'échec. L'entreprise perd 100 millions de francs par mois depuis que l'État a pris le contrôle en 1981. Plus d'1 milliard de francs de fonds publics déjà dépensés. La décision sera prise dans quelques heures. Boussac Saint-Frères, la plus grande faillite industrielle française à ce jour. Le gouvernement socialiste, élu en 1981, s'était engagé à protéger l'emploi et l'industrie nationale. L'échec dévasterait les régions textiles qui ont voté socialiste, des circonscriptions que le gouvernement ne peut se permettre de perdre. Dans les Vosges et le Nord-Pas-de-Calais, des villes entières dépendent de l'emploi Boussac. La fermeture des usines signifierait un taux de chômage dépassant 20% dans certaines communes. La CGT et la CFDT organisent des manifestations et exercent une pression directe sur le gouvernement Fabius. Revenons au début. Marcel Boussac a construit son groupe textile à partir de 1911. On l'appelait le roi du coton. Sa fortune, il l'a bâtie sur une opportunité tragique, la Première Guerre mondiale. En 1914, l'armée française réalise que ses soldats, vêtus de pantalons rouges, sont des cibles vivantes. Il faut changer 3 millions d'uniformes en urgence pour le bleu horizon. Boussac, à peine 26 ans, rafle les contrats. Il ne fait pas que livrer, il industrialise la guerre. En 4 ans, il livre des centaines de milliers de mètres de tissu. Il termine la guerre avec une fortune colossale. On est en 1918, la paix revient. C'est là que Boussac prouve son génie commercial. L'armée possède des stocks gigantesques de toiles de coton destinées aux ailes d'avion. Avec l'arrêt des combats, ce stock ne vaut plus rien. Boussac rachète tout pour une bouchée de pain. Son coût matière est quasi nul. Ce tissu, conçu pour être indéchirable dans les airs, il le transforme en chemise de travail, en blouse, en le célèbre pyjama Boussac. Il inonde la France rurale avec un produit inusable, vendu avec une marge brute indécente. Entre les 2 guerres, il réinvestit ses profits pour bâtir une forteresse. Son obsession? L'intégration verticale totale. Il ne veut dépendre de personne. Il achète les filatures, il achète les tissages, les blanchisseries. À son apogée, l'Empire Boussac, c'est 80 usines, 25 000 ouvriers, une production de centaines de millions de mètres par an. La logique économique est impitoyable. En possédant toute la chaîne, du ballot de coton brut jusqu'à la chemise finie, Boussac capture la marge à chaque étape. Il ne paie de profit à aucun fournisseur. Cela lui permet de baisser ses prix, d'écraser la concurrence tout en générant des bénéfices records. En 1946, assis sur une montagne de cash, il s'offre un pari. Il finance un créateur talentueux mais fauché, Christian Dior. L'investissement est minime pour lui, 6 millions de francs, une goutte d'eau dans son bilan. Pour Boussac, Dior n'est qu'une vitrine pour vendre plus de métrages de tissus de luxe. Il ne se doute pas que cette petite maison, logée dans un hôtel particulier, deviendra un jour l'actif le plus prestigieux de tout son empire. En 1950, l'Empire Boussac est à son zénith. 52 usines, 21 000 travailleurs, une domination totale. Si Boussac est tombé, ce n'est pas à cause du marché, c'est à cause de 3 décisions fatales. Voici l'anatomie d'un suicide industriel. Le premier choc, la perte des colonies, un choc géopolitique. Le premier coup est géopolitique.
Au début des années 50, la stratégie de Boussac repose sur un atout majeur, les colonies françaises. C'est un marché captif. Grâce aux tarifs douaniers, la concurrence étrangère y est inexistante. Boussac y écoule des kilomètres de tissu sans effort. Mais l'histoire s'accélère. 1954, l'Indochine est indépendante. En 1960, l'Afrique de l'Ouest est indépendante. En 1962, l'Algérie, indépendante. Pour ces nouvelles nations, la priorité est de produire localement. Elles ferment leurs frontières aux textiles français. En l'espace d'une décennie, Boussac perd ses clients les plus fidèles. Des milliards de francs de revenus s'évaporent. Au lieu de chercher de nouveaux marchés à l'export, le groupe reste passif. Il attend un retour à la normale qui n'arrivera jamais. Le deuxième choc est la révolution synthétique, un choc technologique. Pendant que les marchés se ferment, la technologie change. Le début des années 60, la chimie transforme la mode. Le nylon, le polyester, l'acrylique inondent le marché. Pour le consommateur, c'est magique, c'est moins cher et surtout, ça ne se repasse pas. En 1970, le synthétique pèse déjà 40% du marché. 5 ans plus tard, c'est plus de la moitié. Des concurrents allemands et italiens s'adaptent immédiatement. Même le géant français Rhône-Poulenc se lance dans la bataille. Mais Marcel Boussac, lui, dit non. Il est persuadé que le coton est roi et que le synthétique est une mode passagère. Il refuse de moderniser ses usines. Chaque année, il perd du terrain, non pas parce que les gens n'achètent pas des vêtements, mais parce qu'ils n'achètent plus ces vêtements. Le troisième choc est l'hypermarché, un choc commercial. Enfin, le coup de grâce, la distribution. En 1963, Carrefour ouvre le premier hypermarché. Le concept est radical. Tout est sous le même toit, le parking est gratuit et les prix sont cassés. C'est un raz-de-marée. La même chemise vendue 12 francs dans une boutique traditionnelle ne coûte que 8 francs en grande surface. Les consommateurs votent avec leur portefeuille. Les petites boutiques ferment, les hypermarchés prennent le pouvoir. En 1980, une vente textile sur 2 en France se fait en grande surface. Les concurrents de Boussac comprennent le changement. Ils acceptent de réduire leurs marges pour vendre des volumes énormes à Carrefour et à Auchan. Encore une fois, Marcel Boussac refuse par orgueil. Il estime que sa marque est trop prestigieuse pour être vendue dans des bars de lessive et des concerts. Il s'accroche aux boutiques de centre-ville, celles-là même qui sont en train de disparaître. Le bilan est mathématique. Il a perdu ses marchés d'exportation coloniaux, il a refusé la technologie que les clients réclamaient et il s'est coupé du seul canal de distribution qui était en croissance. Avant même l'arrivée des repreneurs, le sort s'était jeté. Le groupe Boussac change de main. Les frères Willot, 4 frères, Bernard, Jean-Pierre, Régis et Antoine, acquièrent l'ensemble du groupe. Nous rachetons pour 700 millions la totalité des actifs du groupe Boussac et du groupe Dior. Nous allons le développer et l'intensifier et nous allons étudier tous les problèmes qui se posent de façon de faire le minimum de licenciements. Les flux de trésorerie des opérations Boussac sont redirigés. Les actifs sont vendus et les produits disparaissent dans la structure holding Willot. Les travailleurs commencent à signaler, les salaires sont retardés, la maintenance est arrêtée. Finalement, les procureurs déposent des acquisitions. Les frères Willot font face à un procès pour détournement d'actifs, d'entreprises et faillite frauduleuse. Le 26 juin 1981, Boussac-Saint-Frère dépose le bilan. L'entreprise perd 100 millions de francs par mois. Le gouvernement socialiste, élu quelques semaines plus tôt, prend le contrôle pour empêcher l'effondrement immédiat. Malheureusement, ça échoue. En décembre 1984, Bernard Arnault a 35 ans, mais Arnault a passé les années récentes aux États-Unis, où il a observé des techniques peu communes en France. Leverage buyout, valorisation de marque, financement basé sur les actifs. Plus important encore, il a obtenu le soutien de Lazard Frères, l'une des banques d'investissement les plus prestigieuses de France. Lazard monte un tour de table incluant la banque Worms, Total et Alpha-Aquitaine. Leur soutien apporte environ 310 millions de francs, plus de 3/4 de la somme nécessaire des 400 millions. Pour le gouvernement, Arnault offre des avantages. Il est jeune, politiquement non connecté. Si l'affaire échoue, il sera jetable.
Maurice Biedermann, son concurrent, est un professionnel du textile qui avait déjà manifesté son intérêt pour Boussac en 1978. Le 20 décembre 1984, Bernard Arnault est alors nommé administrateur-directeur général de la compagnie Boussac-Saint-Frères. Dès février 1984, des annonces de suppression d'emplois sont faites. Plus de 3000 suppressions d'emplois dans le groupe. Les premières fermetures effectives commencent. En janvier 1988, Arnault vend Peau Douce, la marque de couches pour bébés que les frères Willow avaient développée. Le montant de la transaction ? Environ 2 milliards de francs. Pour mettre ce chiffre en perspective, l'acquisition complète de Boussac en 1984 avait nécessité 400 millions de francs d'investissement privé. Une seule cession d'actifs rapporte donc 5 fois le coût initial de l'opération. Les actifs conservés ? Christian Dior, une marque de luxe en pleine expansion internationale. Le bon marché, position dominante dans la distribution haut de gamme parisienne, et l'immobilier du 30 avenue Montaigne et d'autres propriétés stratégiques. La mécanique est celle d'un rachat par endettement classique, acquérir un portefeuille d'actifs sous-valorisés, monétiser rapidement les composantes matures et conserver les actifs à forte croissance potentielle. Ce que Boussac représentait comme empire textile intégré devient, sous Arnault, un portefeuille d'actifs à optimiser. Le textile, activité déficitaire, est liquidé. Le luxe, activité à forte marge, est alors développé. L'ironie historique. Marcel Boussac avait compris la valeur des marques quand il investit dans Dior en 1946. Dites-nous dans les commentaires, quelle décision dans cette histoire auriez-vous prise différemment ? La prochaine fois sur l'Empire, dans les années 90, une entreprise française dominait les télécommunications mondiales. Alcatel. Plus grande que Nokia, plus innovante qu'Ericsson, présente dans 140 pays. Puis en moins de 10 ans, tout s'effondre. Si vous voulez découvrir d'autres histoires de ceux qui ont bâti des empires, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt.